Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, avec vous, on va explorer la connaissance de soi. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, tout à fait. Donc, je suis Violaine Dubler, je suis pédopsychiatre et psychiatre de jeunes adultes. Je suis installée dans le sud de la France, donc à La Ciotat depuis peu et un peu aussi à Aubagne dans un hôpital privé. Donc je suis spécialisée dans l'accueil des enfants, des adolescents et je vous dis jeunes adultes jusqu'à la période, comme on dit, neurodéveloppementale, puisque certains cerveaux vont finir de maturer vers 25 ans. Donc voilà, ça peut être vraiment de 0 à 25 ans, avec des spécialisations en psychiatrie. Notamment ces dernières années, je me suis passionnée pour le TDAH, donc le trouble déficit de l'attention plus ou moins avec hyperactivité, qui fait partie de ce qu'on appelle des troubles neurodéveloppementaux. Il y en aura d'autres, TSA, etc., qu'on pourra peut-être spécifier. Le TDAH, c'est quand même à peu près 3 à 5% de la population pédiatrique, en population générale, et 2,5 à 3% en population adulte. Je suis aussi spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je travaille avec divers outils. J'aime apprendre. Je suis toujours étudiante malgré mon âge avancé. Et c'est vrai que depuis 2018, j'ai eu la chance de me former en neurofeedback. J'ai aussi la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, l'hypnose médicale. Et actuellement, je suis étudiante pour 2 ans en yoga thérapie pour compléter avec un nouvel outil pour aider mes patients et leurs familles. Voilà. Un beau combo. Et ouais, j'aime bien qu'on ait Une belle expérience. Plusieurs outils. Moi, je dis toujours que j'ai une caisse à outils et je fais du sur-mesure suivant ce que souhaite le patient et sa famille. Et selon les profils aussi. Voilà, exactement. Voilà. Ok, super. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'importance de se connaître soi-même. Est-ce qu'on pourrait commencer par une petite introduction de ce que c'est vraiment se connaître soi-même? Trouver son équilibre. Oui, alors connais-toi toi-même de Socrate, c'est quand même un vaste programme parfois qui peut prendre toute une vie. C'est vrai que l'enfant, jusqu'à ses 18 ans, il est entouré par ses parents, ses éducateurs, ses figures d'attachement qui sont là pour lui apprendre à marcher, lui apprendre à bien manger, lui apprendre à lire, écrire, à développer ce qu'on appelle le narcissisme primaire, c'est-à-dire l'amour qu'on se porte à soi-même. C'est un peu comme si, en fait, c'est les fondations solides d'une maison. Et au fur et à mesure qu'on grandit, ça monte. D'où l'intérêt des premières années de vie pour avoir confiance en soi, estime de soi. Effectivement, si vous avez confiance en vous, vous allez un peu plus vous connaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous êtes en accord avec ce que vous voulez à l'intérieur de vous et avec le monde qui vous entoure. On va plus facilement aussi s'écouter. Tout à fait, c'est ça, s'écouter, être en accord et ne pas peut-être subir des trucs qui viennent de l'extérieur et qu'on vous impose et qui ne sont pas ce que vous souhaitez pour vous, pour être en harmonie avec le monde qui vous entoure et être bien et confortable à l'intérieur de vous. Alors, c'est un vaste programme de vie, la connaissance de soi. Je vous dis, même moi, qui suis maman et psychiatre depuis un certain nombre d'années, je continue à apprendre sur moi. Je pense aussi on en apprend toute notre vie. On apprend toute notre vie. Il faut l'accepter aussi pour pas être dans une quête malsaine. Ouais. Mais c'est aussi important d'apprendre à connaître les bases. J'imagine. En tout cas, je pense que modestement, les humains, enfin, comment vous dire, on est... avoir la connaissance de soi, c'est compliqué d'être... on ne peut pas prétendre dans la prétention de se dire moi je suis ok, j'ai des certitudes. Moi je sais juste que je suis humaine sur Terre un certain temps. Je fais au mieux avec mes émotions qui me traversent, avec mes désirs, suivant l'âge que j'ai, les gens qui m'entourent. Vous voyez, c'est un peu ça la connaissance de soi. Il n'y a pas une recette magique, unique... qu'on délivre à la naissance et qui fait que je pense que c'est apprendre à se connaître. En tout cas, c'est un merveilleux message qu'on se donne à soi-même. Oui. Ouais. Et puis, je même compléterais, la connaissance de soi, c'est la base. Avant de connaître les autres, il faut d'abord se connaître soi. Oui. Ouais. Puis on comprendra plus facilement les autres. Exactement. Ouais. Parce que souvent, quand on ne se comprend pas nous-mêmes, on va chercher dans les autres quelque chose pour essayer. Souvent avec l'effet miroir. Ouais. Mais il faut d'abord souvent pointer son regard sur soi. Ouais, tout à fait. Mais pour regarder à l'intérieur de soi, aller au fond de soi, parfois ça peut être angoissant et moi je dirais il faut du courage. Oui. Ça peut être un peu, suivant aussi son expérience de vie ou des choses comme ça, ça peut être beaucoup plus confortable entre guillemets de se focus sur l'extérieur et puis de pas se préoccuper de ce qu'on a à l'intérieur parce que c'est trop compliqué, ça fait trop mal, c'est trop effrayant.
On n'a pas envie. Oui. Ouais. Oui, je vois ça. très bien. Moi, dans ma démarche de développement personnel et de reconnexion à moi, j'ai eu des moments où je faisais 3 pas en avant et 10 pas en arrière. Parce que ça pouvait m'effrayer. Mais à chaque fois, j'avais quand même cette conviction au fond de moi d'y retourner. Et je pense qu'il y a des steps. Il faut aussi être OK à des moments avec ces steps tant qu'on voit en fait le chemin final. C'est ça. Et dans le bouddhisme, Bouddha dit que le bonheur, c'est le chemin. En fait, c'est le fait d'avancer. C'est pas forcément même de dire mince, j'ai fait 3 pas en arrière. Bah, c'est ok, j'ai fait 3 pas en arrière pour mieux avancer peut-être après. En fait, il y a jamais. Les choses n'arrivent jamais par hasard sur votre chemin de vie. La vie, c'est le mouvement. Du moment que vous êtes en mouvement, vous êtes sur votre chemin. Et voilà, je trouve que voilà, la question de le chemin et le bonheur, parce qu'on a toujours tendance à se dire la dictature du bonheur, je suis heureuse et pas. Non, juste être sur son chemin de vie, c'est ça en fait le bonheur en fait. Super, merci. Et si maintenant on parlait des bénéfices de la connaissance de soi pour notre vie à long terme, à court terme, aussi les bénéfices sur notre santé. Je pense que ça peut être important de regarder cet axe-là. Alors, la connaissance de soi, donc on a parlé un petit peu d'émotions, on a un petit peu parlé d'accordage entre ce qu'on a à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Par exemple, si on parle d'émotions, souvent on parle d'émotions positives, négatives, j'aime pas du tout cette connotation, ça sous-entend qu'une émotion comme la peur, c'est pas bon. Non, les émotions, ça peut être agréable, la joie, etc., ou désagréable. Mais en même temps, si notre cerveau nous envoie et nous fait fabriquer une émotion désagréable, c'est juste pour nous dire qu'il y a peut-être un besoin physiologique, un besoin en tout cas en nous qui n'est pas respecté ou qui n'est pas comblé. Ça vous envoie une information sur l'environnement autour de vous. D'où l'intérêt quand même de connaître les émotions, l'intelligence émotionnelle, d'accepter et d'être traversé par des choses qui peuvent être désagréables. Mais les émotions, c'est transitoire, c'est comme les nuages dans le ciel, ça finit par passer. Alors oui, ça peut être désagréable, on peut trouver des stratégies pour que ce soit le plus confortable. Souvent, l'humain veut chasser et lutte contre une émotion désagréable, mais il va perdre une énergie, il va s'angoisser. Alors que si vous dites, tiens là, ok, c'est ok, je suis traversée par un truc pas ok, ça va, et puis ça va passer. Donc pour en venir à ça, si déjà vous connaissez vos émotions, vous avez un truc désagréable, ça vous donne un indice sur ce qui se passe autour de vous et ça vous renseigne sur le besoin physiologique qui vous manque. Et d'être moins déstabilisé aussi. C'est ça. Et du coup, vous vous dites, bah voilà, j'ai peur, de quoi j'ai besoin de réassurance, et ben je vais aller me rassurer. Et ça va, en fait. Mais vous avez plein de gens qui restent dans la peur et d'ailleurs qui ont peur d'avoir peur. Donc là, ils font des crises d'angoisse à l'avance parce qu'ils ont peur d'avoir peur. Ils sont tétanisés, terrorisés, alors que c'est juste un moment de peur. Vous voyez, par exemple. Donc, c'est important de se connaître au niveau émotionnel. Ce qui est important aussi, c'est peut-être les limites qu'on se pose aussi. Vous parliez des conséquences sur la santé, par exemple. Quelque chose qui est très à la mode aussi, où on parle souvent, c'est par exemple le burn-out. On parle du burn-out professionnel, des choses comme ça, ou même le burn-out parental. On entend aussi pas mal parler. Si vous ne connaissez pas bien vos limites, que vous ne savez pas, vous n'êtes pas, comment dire, à l'intérieur de vous, de savoir que c'est pas respecté, que vous êtes trop en surchauffe, que vous travaillez trop, que vous dormez pas assez, que forcément vous allez être malade. Alors la maladie, elle peut être somatique, c'est-à-dire physique, elle peut être psychologique, émotionnelle. Après, on peut même avoir des maladies plus graves, psychosomatiques, on est obligé de prendre des traitements. Donc je pense que c'est un message très 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 fort et très important qu'on se doit à soi-même, c'est-à-dire qu'on doit effectivement, alors on doit, non pas au sens une injonction, vous devez, non, mais si tu acceptes de prendre le temps de te connaître mieux toi-même, tu seras forcément... Il y aura de meilleures répercussions dans la vie en général. Et oui, dans votre qualité de vie au quotidien, que vous soyez un enfant, un ado, un adulte, vous serez plus en accord. Et en paix. Puis je pense aussi la connaissance de soi, ça amène au respect de soi-même. Tout à fait. Ah bah oui, puisque vous savez où il y a des limites ou des choses pour lesquelles, passer ça, c'est pas ok pour moi. Je dis non, je suis pas... je suis pas d'accord. Ce qui va après dans une autre direction, mais aussi comment faire face au regard des gens. Parce que ce qui bloque aussi des fois la connaissance de soi, c'est la petite barrière où on arrive et en fait, si on est nous-mêmes, on va en fait déstabiliser les gens qui y a autour. Et on va faire face soit à des comportements du coup
qui nous conviennent pas, ou à des regards, vous voyez vraiment le regard des autres face à l'équilibre personnel. Comment... Alors la question du regard, c'est intéressant parce qu'en tant que pédopsychiatre, le regard qu'on se porte sur soi, c'est souvent, et c'est ce que les psychanalystes ont décrit il y a un certain temps, mais quand vous venez au monde, votre figure d'attachement principale, c'est souvent la mère et le père, mais souvent, voilà, comme le bébé sort du ventre de la mère, qu'elle peut donner le sein ou le biberon, et que la femme a un congé parental, et que maintenant les papas ont droit, mais avant, les générations d'avant, c'était surtout les mamans. Donc la question du regard, quand un enfant est nourri, il se nourrit pas que de lait, il se nourrit dans le regard de sa maman. Et c'est dans les premières interactions que vous allez emmagasiner tout ça et avoir confiance en vous. Et si le processus se développe de manière assez harmonieuse, vous allez avoir une certaine estime de vous, une confiance en vous, qui, à l'adolescence, vous parlez du regard, peut être à nouveau mise à mal. Souvent, les ados sont persécutés par le regard. Françoise Dolto, elle parlait du syndrome du homard sans sa carapace. Il a honte, il ne veut pas qu'on le regarde. D'ailleurs, voilà, qu'est-ce que c'est à me regarder ? Souvent, un regard peut faire vriller un ado. Donc, parce que c'est le moment aussi où on n'a pas toujours confiance en soi, on se confronte au monde des adultes, on est entre l'enfance et l'âge adulte, et ça peut être compliqué d'avoir confiance en soi, surtout si on a des expériences de vie qui peuvent être plus ou moins traumatiques ou, vous voyez, compliquées. Oui. Là, vous êtes une jeune adulte, nous avons tous connu, puisque moi aussi c'était ma première pandémie Covid-19, où voilà, on a été confinés, on a été déconfinés, reconfinés, etc. Des masques, pas des masques. Vous voyez, par exemple, le port du masque, les bébés en crèche, vous voyez des regards. En maternelle, la bouche pour apprendre à parler, ou au primaire pour apprendre à lire, ou les ados, où il y avait juste 2 yeux qui vous regardaient, avec l'absence d'émotion et de la bouche. Donc, j'ai l'impression aussi, et nous on le constate en tant que professionnels de la santé mentale, que en plus, malheureusement, depuis Covid, on a énormément de problématiques au niveau de la confiance en soi, le regard des autres sur vous. Vous savez, quand on a enlevé le masque, il y a beaucoup d'ados, et d'ailleurs on voit même dans la rue encore des gens qui portent des masques, et on voit dans leur regard la peur. Hein. Ils ont peur d'être malades, ils sont terrorisés. Et, vous avez des ados qui n'ont pas pu enlever le masque pendant des semaines et des mois. Et parce que c'était une protection, et que voilà, c'était une stratégie qu'ils avaient mis en place. Mais beaucoup d'ados, c'était compliqué d'avoir juste 2 yeux qui vous regardent, avec des réflexions parfois même de certains profs quand on a enlevé les masques. Et je me souviens d'une réflexion d'un prof d'un collège alentour qui avait dit à sa classe: ah, vous avez cette tête-là, bah, vous êtes moche, remettez votre masque. Bon, c'est un peu compliqué sur la confiance en soi, l'estime de soi, pour des ados qui sont en pleine phase de maturation et de devenir des adultes. Donc oui, la question du regard est quelque chose d'important, et avec cette pandémie et ce confinement où les humains se sont aussi moins croisés, on a du mal aussi à se confronter à l'heure actuelle au regard des gens. En grandissant aussi, j'ai remarqué que le regard des gens, ou le regard qu'on a soi-même, est biaisé par le fait, dans l'adolescence, qu'on voit vraiment une différence entre les enfants et les adultes. C'est-à-dire dans le sens où moi j'ai compris en grandissant que devenir adulte, c'était pas... Être adulte, c'est garder un côté de son côté enfantin, avec en fait la maturité de la vie. Oui, tout à fait, l'expérience. Faire une balance tout en gardant notre sensibilité, notre façon d'être, parce qu'on ne change pas. Et souvent, on a l'impression qu'il y a un gros cap, alors qu'en fait, c'est plus une maturité, un apprentissage qui fait qu'on devient un peu plus sage, un peu plus mature. Oui, tout à fait. Et j'essaye de l'expliquer parce que souvent, il y a des jeunes, des adolescents qui ont peur en fait de ce cap, parce qu'on voit directement une différence. Et c'est comme il y a beaucoup de jeunes aussi qui se sentent incompris et qui ont du mal parce qu'ils ont l'impression de penser comme les adultes, mais on les voit comme des enfants. Et du coup aussi ça joue sur leur perception. Est-ce que vous pensez que c'est bien de cultiver sa propre vision et de rester quand même dans l'univers qu'on veut se créer? Ah ben, tout à fait. Moi, je suis plus avancée que vous dans l'âge, et moi, j'ai l'impression d'avoir toujours un regard enfantin ou ado. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai cette spécialité-là qui me permet d'avoir... Les enfants ont une spontanéité au niveau du regard. L'enfant, il vous dit cache le truc.
Ah ben t'as vu, ah oui c'est vrai, t'as vu, j'avais pas vu les choses comme ça. Au fur et à mesure que la personne grandit, voilà, mature, a une expérience de vie, peut-être que certains adultes deviennent des adultes ou une pensée d'adulte, peut-être au moins Se mettre des œillères aussi. Peut-être, ouais, de par leur histoire. Ou, voilà. Après, on a chacun et on vient au monde avec un tempérament. Soyons nous-mêmes, en fait. C'est ok, quoi. Si à 75 ans, tu as toujours un regard enfantin sur la vie, c'est génial. Enfin, moi, je sais que j'adore mon métier, j'adore le regard des enfants ou des jeunes sur le monde. Je trouve que les enfants, pour moi, les enfants, c'est l'avenir du monde. La jeunesse, c'est l'avenir du monde. C'est pas nous, c'est vous. Ce serait la génération d'après qui va faire des belles choses pour la planète. Vous allez prendre soin parce que vous avez pris conscience de plein de choses que les anciens ou ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, c'était les 30 glorieuses, la consommation à tout prix. Aujourd'hui, vous avez un regard différent sur le monde qui vous entoure et une conscience aussi, ne serait-ce que écologique, éco-citoyenne. Je veux dire, moi, le nombre de jeunes qui, par exemple, disent « moi, je mange plus de viande » ou parce que c'est pas bon pour la planète, ou par exemple... des enfants qui ont été fascinés par Greta Thunberg, qui porte des messages extraordinaires avec son jeune âge, même si certains un peu ont essayé de critiquer. Bon, elle est entière, elle a ses convictions, je trouve ça génial. Et bien grâce à elle, il y a plein d'enfants qui disent aux parents, on ne prend pas l'avion. Non, l'avion, c'est pas bien. On va prendre le train, on va trouver un moyen plus écologique. Donc je pense que s'il y en a qui veulent se mettre des œillères, ben, s'ils sont heureux comme ça, tant mieux pour eux. Mais si les autres, ils ont envie de regarder toujours ce regard un peu curieux sur le monde qui nous entoure, bah, moi je trouve ça, enfin moi, personnellement en tant que pédopsychiatre, je trouve ça extraordinaire. Je pense que c'est une bonne stimulation en fait, pour notre cerveau d'arriver à trouver l'équilibre entre la sagesse, la maturité qu'on trouve et ce côté naturel qu'on a en fait à la naissance, notre caractère. C'est ça. Notre essence. Tout à fait. Mais ça, après, c'est propre à chacun. Et puis, à partir du moment que on est bien avec ce qu'on est et ce qu'on est en train de devenir sur notre fameux chemin de vie, voilà, on n'est pas là pour... En fait, c'est ça la question. On n'est pas là pour plaire à l'autre, en fait. On est là pour d'abord se plaire à soi-même. Et une fois qu'on est bien aligné, on regarde avec le monde qui nous entoure, on peut interagir. Et puis, chacun fonctionne comme il veut. Après, attention, si vous avez une personne qui vient vers vous et qui vient empiéter sur votre qualité de vie, ou qui, vous savez un peu ce qu'on dit, la toxicité ou le non-respect, là vous lui dites, vous le congédiez gentiment, en disant non mais attends, là c'est mon espace vital, donc je ne te permets pas de me juger ou de me faire un truc pas cool. Ça s'appelle le respect de soi, pour que l'autre arrête, parce que si vous ne dites pas stop à l'autre, il va pas arrêter, il va venir vous manger. Ça, et vous savez, on est des animaux, et la distance, c'est un bras. Vous savez, les animaux, quand vous approchez de eux, ils sont comme ça. Bah, l'humain, c'est un peu ça. Quand tu viens un peu trop dans mon espace, tu viens me manger, je suis pas bien. Donc, distance, enfin, voilà, respect. Enfin, tu me respectes, je te respecte. En tout cas, entre les humains, c'est ce qui est censé être. C'est le respect de chacun. Et je pense qu'il peut aider aussi pour aider à se développer personnellement, c'est de réaliser que souvent les gens qui viennent nous impacter, c'est des gens blessés ou des gens eux-mêmes qui sont pas bien, qui ne se connaissent pas, ou qui ont un traumatisme ou qui sont blessés. Oui, ou qui viennent essayer de compenser ce qu'ils n'ont pas en eux en venant chercher un peu chez vous un truc pour restaurer un narcissisme. Par exemple, voilà, je n'ai pas de confiance en moi, d'estime de moi, je ne me porte pas d'amour à moi-même, de par mon histoire, peu importe, de traumatisme, etc. Du coup, je vais aller chercher à l'extérieur, chez une personne, ça peut être un petit copain, n'importe qui, pour compléter. Mais attendez, l'autre, il n'est pas là pour compléter un truc qui vous manque à vous, c'est votre travail à vous de le faire. Il y a beaucoup de jeunes femmes, de jeunes filles plutôt à l'adolescence, qui ont un tempérament très vivant, qui ont énormément confiance en elles, qui attirent d'ailleurs ces profils-là en manque d'amour, et qui créent des relations toxiques et qui détruisent certaines jeunes filles. Pour certaines, effectivement, cas que j'ai en tête au cabinet, et depuis la pandémie, effectivement, on en voit, ça peut arriver, alors c'est pas la majorité, mais ça peut arriver chez certains d'être en difficulté. Alors, je ne sais pas si... vous avez dit quoi, elles attirent? Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, donc, ces personnes qui rayonnent et qui ont quand même trouvé une stabilité à l'adolescence, attirent souvent certains profils de gens qui n'ont pas forcément ce qu'elles ont,
et elles aussi n'ont pas forcément encore tout, mais ont quand même des socles. Mais du coup, ça va venir titiller leur connaissance de soi, l'équilibre qu'elles sont en train de se construire et les ralentir dans leur développement. Alors, c'est bien que vous le spécifiez, l'adolescence, c'est le temps de passage entre l'enfance et l'adulte. C'est un moment où ça peut vaciller. C'est-à-dire que si on rentre dans votre espace vital, vous allez vous sentir intrusé, vous allez vous sentir en stress, ça ne va pas être agréable, vous pouvez avoir des réactions désagréables ou des émotions. Donc du coup, c'est aussi à vous de dire à l'autre qui vient vous intruser, stop, parce que si vous ne lui dites pas stop, il va continuer à venir vous manger. Donc c'est important aussi de se respecter, de respecter la limite pour nous. Et apprendre qu'on a vraiment en fait notre espace. C'est ça. Parce que ça, on nous l'apprend pas souvent et même c'est un petit peu compliqué de le mettre en pratique et de l'analyser, mais avec nos parents aussi à partir d'un certain âge. Trouver son équilibre et des fois dire stop à certaines intrusions personnelles et à certains comportements. Après, je sais que c'est pas toujours évident selon les familles, selon les schémas, mais prendre conscience qu'il y a des choses qui peuvent nous impacter, qui sont des fois faites avec le cœur, mais qui nous impactent. Oui, tout à fait. Et tout à l'heure, vous parliez des jeunes filles, l'adolescence, les émois amoureux, etc. L'adolescence, c'est, voilà, je prends un peu de la distance avec mes parents, je m'autonomie, je deviens un individu. Je m'auto-construis. Oui, je commence à interagir aussi avec des premiers amours, à savoir après qui je suis au niveau de ma sexualité. Ça prend beaucoup de temps. Je sais que depuis plusieurs années, il y a beaucoup aussi de pression chez les jeunes sur savoir si on est bi, hétéro, homo. Enfin, on a le temps, on se découvre, ça prend du temps. Donc tout ça, ça se fait step by step. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire en une fois, ça prend du temps pour se connaître. Et des fois, ça peut prendre l'adolescence beaucoup de temps. D'ailleurs, il y a un terme qui existe aussi, qui avait été qui est inventé par un collègue qui est psychiatre suisse, qui parlait des adolescents, c'est-à-dire c'est des adolescents adultes. C'est-à-dire on sait quand commence la puberté au niveau physiologique. Par contre, quand est-ce qu'elle s'arrête, parfois c'est compliqué de savoir. Donc là, on va aborder les obstacles de la connaissance de soi, que ce soit notre environnement, nos peurs personnelles, et la pression sociale aussi, notre environnement actuel, le monde moderne, et les impacts, les obstacles, comment aussi peut-être les contourner, comment mieux se connaître. Alors le monde moderne, il est assez fantastique parce que nous sommes tous ultra connectés, multiconnectés, avec le monde qui s'accélère. On est dans l'instantanéité, on voit bien sur Twitter, c'est à la seconde qu'on émet quelque chose, tout va vite. Et vous parlez de cette société avec... Alors, qui dit société, je vais me permettre de parler réseaux sociaux, puisque vous faites partie aussi de la génération qui est quasiment née avec un smartphone dans la main, enfin quasiment, vous avez eu assez jeune je pense, moi les premiers téléphones portables déjà c'était juste pour téléphoner. Notre constat de professionnels de la santé mentale, c'est qu'en gros depuis une trentaine d'années, on est dans une société d'images. Les images sont omniprésentes. Les images de la beauté, de la jeunesse, de la maigreur, de choses comme ça. Et d'ailleurs, on a vu avec la pandémie et les personnes confinées que ça avait pu faire beaucoup. Alors, je ne suis pas en train d'accuser, mais on a vu que des adolescents qui étaient surexposés à des réseaux sociaux, parce qu'il fallait bien s'occuper quand on était confinés, que c'était compliqué, ont pu avoir une dégradation de leur santé mentale. Et d'ailleurs, les chiffres sont là. On a une augmentation des troubles anxio-dépressifs, des dépressions, des troubles du comportement alimentaire, etc., des maltraitances à influents, violences conjugales. Voilà. Et cette société moderne ultra connectée, où tout va vite, avec cette pression de l'image, fait que peut-être certains se sont construits, on parlait de narcissisme tout à l'heure, ils se sont construits autour d'une image. C'est-à-dire, je suis une image, je suis une belle image conforme aux standards que la société nous enjoint. Et ils pensent plus à ce qu'ils reflètent que ce qu'ils sont aussi. Parce que s'il n'y a pas eu tout ce travail de connaissance de soi-même, savoir ses limites, ses émotions, ces choses comme ça, ça peut énormément fragiliser au niveau de l'estime de soi et la confiance en soi. Mais en même temps, comme c'est une injonction, la population obéit. Si les critères, c'est ça, les jeunes qui se construisent et qui explorent le monde,
interagissent socialement via les réseaux, c'est chouette. Mais Oui, peut-être ça a des bons côtés. Ah, mais je dis pas que ça Mais n'a pas ça, de je côté. suis totalement d'accord avec ce côté. Il y a quelqu'un qui est en train de se construire et qui se construit sur une image parfaite, idéalisée. Mais c'est vrai que depuis certains temps, que ce soit sur Instagram ou des trucs comme ça, on a des jeunes qui ont des comptes, une nouvelle ère, en montrant par exemple, voilà, aujourd'hui je pleure, ça va pas, ou aujourd'hui voilà, j'ai pris du poids et j'ai un bourrelet. Enfin, je trouve ça chouette de dire que en fait la vie c'est ça. C'est pas toujours le modèle de la femme et de l'homme, parce que maintenant les hommes aussi ont une pression sociale au niveau de leur corps. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'hommes qui montraient ce côté-là très naturel, très authentique, qui se faisaient insulter, qui ont vécu des grosses vagues de haine, parce que vu que c'était un homme et qui parlait en fait de choses qui dérangent souvent les autres hommes, donc cette sensibilité qui est souvent rejetée par les hommes, ça a beaucoup créé de négativité aussi. Alors vous voyez, ce qui est un peu embêtant, enfin moi j'aime les réseaux sociaux, je trouve que c'est assez fascinant, on crée des communautés, on voit des choses, on apprend plein de choses, ça va vite, c'est ludique, etc. Mais ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a mis des écrans entre les humains. Donc toujours avantages, désavantages, il n'y a aucun système qui est parfait. Mais c'est vrai que quand vous avez des jeunes qui peuvent exposer leur vie ou montrer des choses et que ça ne plaît pas, comme vous n'avez pas la rencontre physique, via un écran c'est facile de pourrir quelqu'un. Ça crée des préjugés aussi. Ouais. Beaucoup. Mais il peut y avoir beaucoup de violence sur certains réseaux de gens qui livrent là, s'ils ont envie de livrer c'est ok, et bon, après on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est vrai que quand on est un ado, qu'on met un truc et qu'on se fait pourrir, ça vous fait vachement mal. Oui, je pense. C'est ça. Ouais. Donc, mais bon, en même temps, ce que pense l'autre, on s'en fout. Être soi-même à travers, on va dire, une caméra. Et parce que je vais vous donner l'exemple d'une jeune fille que je côtoie, qui est super gentille, qui est sur les réseaux depuis son très jeune âge, qui a une très grosse audience. Et sur les réseaux sociaux, elle transmet une image d'elle qui est moins authentique que la vraie vie. Du coup, il y a des fois des gens, quand ils la rencontrent, lui disent « Ah, mais je te pensais hautaine, je te pensais pas aussi sympathique. » Et du coup, ça crée des fois des vagues de haine ou des images préconçues des gens. Et ça enlève Je trouve qu'il y a peu de gens qui se posent la question « Mais comment cette personne est réellement ?» Et ils oublient en fait le côté humain. Et avec les peu d'images qu'ils ont, se font une image. Et je pense que aussi ça c'est quelque chose, on devrait tous travailler là-dessus, c'est même dans la rue on se fait souvent des idées. Quand on croise quelqu'un, notre regard, on a un regard qui juge beaucoup, après c'est notre façon d'être. Mais qui juge, je sais pas, enfin en tout cas... Dans notre société, je trouve que quand même maintenant, les jeunes, il y a beaucoup de... Mais après c'est les peurs, je pense, c'est avec la connaissance de soi, quelqu'un qui se connaît, qui comprend un peu plus les autres, qui développe son empathie, son intelligence émotionnelle, va moins du coup juger au premier abord. Essayer d'abord de comprendre, de connaître, mais avec les réseaux, on enlève cette première étape qu'on avait avant, juste de se rencontrer dans la vraie vie, et de se faire une image de la personne dans la vie. Effectivement, moi je fais pas partie de la même génération que vous, et quand j'étais adolescente, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était la cabine téléphonique, soit avec la pièce, soit avec la carte. Donc, il y avait la rencontre physique. Oui, directement, avant la rencontre numérique. Et oui, bien sûr. Maintenant, ça se fait beaucoup. Bien sûr. Beaucoup de jeunes rencontrent d'abord numériquement. Et je suis toujours curieuse de me dire, moi qui ai connu un autre modèle, je me dis, mais ça doit faire bizarre de voir un humain en vrai, parce qu'une image, c'est une image, quoi. C'est juste une image. Et comme on dit, on présente toujours une belle image sur les réseaux. On ne va pas montrer ce côté obscur de la force en premier. Bien que les choses changent sur certains comptes, on voit, et ça, je trouve ça chouette. Mais vous avez entièrement raison. Donc, ces images, quelque part, ça met la pression. Ça met la pression, et du coup, on va mettre en avant l'image en premier parce qu'elle est acceptée, acceptable socialement. Et quelque part, on est en train d'oublier qui on est vraiment. Et les personnes qui se permettent de mettre des photos qui sortent des codes, on va les appeler des lancements de mouvements. Ils vont passer pour des... Vous voyez, les gens qui veulent casser les codes, ils passent directement pour des marginaux. Marginaux, peut-être. Marginaux, atypiques. Directement, on les voit comme parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre. Ils ne rentrent pas dans le cadre de l'image. Juste parce qu'ils sont eux-mêmes. Oui, mais moi je trouve ça génial d'être soi-même. Soyez vous-même. Non, mais c'est vrai.
c'est vrai. Mais... Et c'est les personnes, pour moi, au final, les plus authentiques, qu'on aime le plus. Oui, parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait en introduction, ils sont en accord avec ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Ils sont peut-être nature peinture, comme un enfant qui arrive cash et qui vous dit waouh, au fait, voilà, plutôt que d'avoir le côté policé, joli de l'écran, parce que voilà. Mais peut-être que on va arriver à autre chose. Enfin, il y a eu une accélération des choses avec l'ère du numérique à partir des années 2000. Là, on est en 2024 et je me dis peut-être que là, il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, d'autres. Je l'espère. Parce que c'est assez créatif, je trouve que les réseaux. J'ai toujours pensé en tant que psychiatre d'enfants et d'ados que pour aller sur Internet, il fallait un permis comme un permis de conduire. C'est-à-dire connaître les dangers, connaître les règles de sécurité, les règles de bienséance. C'est-à-dire on n'insulte pas l'autre, on ne s'exhibe pas, ou on ne montre pas des parties intimes de soi, je ne sais pas, parce que ça c'est dans le code pénal, hein, il y a des lois. Hein. Mais tout ce qui est numérique, avec le cyberharcèlement et tout, il y a eu des débordements un peu partout, parce que peut-être qu'on n'avait pas anticipé que ça pouvait déraper, ou que peut-être on n'avait pas anticipé qu'on mettrait dans la main de jeunes enfants, très jeunes, qui sont immatures et qui ont besoin d'être éduqués au sens élevé, en leur apprenant, voilà, comme quand on traverse la route dans la vraie vie, ou qu'on ne parle pas aux inconnus dans la rue, voilà, des choses, et que du coup, il y a eu des excès, il y a eu parfois des drames, mais qu'au final, on va essayer de mieux réguler. D'ailleurs, il me semble... Il faut quand même, en Chine, ils ont le réseau social TikTok a été enlevé pour la jeunesse, c'est ça, ou la nuit, ou je ne sais quoi, et on a quand même récemment aussi des choses que nos politiques ont émis en disant il faut protéger la jeunesse. Ouais, mais là il y a des nouveaux fléaux qui sont ressortis, c'est maintenant les formats courts aussi. Ça a créé du coup des réactions hormonales sur lesquelles qui nous déstabilisent. Vous savez, quand on regarde du format court, on fait que zapper. Ouais. Ça diminue notre concentration, ça nous déséquilibre. Il y a des troubles du sommeil importants. Et voilà, et là, ça en parle de plus en plus. C'est bien parce que ça informe. Je trouve ça bien qu'on en parle parce qu'on était très inquiets. Et c'est vrai que depuis les années 2000, par exemple, on sait que alors je ne vais pas dire les gens ne dorment pas assez par nuit. Il y a un nombre d'heures à respecter. Et d'ailleurs, vous m'avez déjà dit que... 1 heure d'écran, enlever un certain temps. 15,4 minutes de sommeil en moins, et c'est cumulatif. Donc vous imaginez, les 10 jeunes... heures. Et ça va vite en plus, hein, parce que j'ai refait une petite expérience personnelle, par exemple TikTok, dont on parle souvent. Moi qui ai un cerveau d'adulte mature, je scrolle parce que j'adore regarder des danses, des machins, des trucs, plein de trucs sympas. Et c'est addictogène quand même, on a du mal à s'arrêter. Et en fait, c'est parce que ça nous libère de la dopamine. Oui, tout à fait. C'est du format très court. Oui, très court. Et contrairement, exemple, à une vidéo YouTube où on va se poser, on va savoir que ça dure 1 demi-heure, on va tout écouter. Il va y avoir des moments un petit peu moins denses, des moments un peu plus forts. Et d'ailleurs aussi, moi avec la pandémie, j'ai découvert Netflix. Vous voyez, je ne connaissais pas avant, j'étais pas... Et je me suis fait la réflexion parce que vous avez des séries qui sont des formats, alors entre guillemets courts, c'est-à-dire 30 minutes, 40 minutes. Et puis, vous avez l'épisode 1, 2, 3, 4, et puis vous avez je ne sais pas combien de séries, donc vous pouvez vous les manger comme ça en une nuit blanche. Et en fait, je m'étais fait la remarque de dire, tiens, je vais regarder un film qui dure 2 heures. Mon cerveau disait, c'est long, j'étais plus habituée. Oui, alors que moi, mon cerveau a fini de grandir. Je m'étais dit, waouh, c'est fou, hein, comment on se formate. Et moi, je me dis, sur des cerveaux en pleine croissance, en pleine maturation, il faut y penser à tout ça, il faut réfléchir. Déjà, en être conscient. Oui, après, les écrans, c'est pas mauvais. Moi, j'utilise les écrans pour guérir, j'utilise en neurofeedback, en réalité virtuelle, mais ça dépend du temps qu'on y passe, de l'intentionnalité, qu'est-ce qu'on va y faire. Et puis voilà, dans la vie, on peut pas toujours être sur les écrans, on doit faire du sport, on doit bien manger, on doit travailler, on doit prendre sa douche, on doit dormir. Dormir, le sommeil, c'est la base de tout. Et aussi, ce que je remarque vachement, je pense que ça le fait pour toute tranche d'âge, c'est qu'on a beaucoup d'informations sur les réseaux. On enregistre, on met de côté beaucoup, mais on ne ressort jamais l'information. Quand on trouve l'information, on devrait plus s'y pencher, s'y intéresser, parce qu'on a maintenant, tout est, quadrillé, tout est très organisé sur les réseaux sociaux, mais vu qu'on a cette habitude de scroller, même moi la première, je tombe tous les jours sur un tas d'informations passionnantes, mais vu que je suis dans ce moment de scroll, je sais pas comment je peux appeler ça, j'enregistre, sauf qu'après j'ai cette flemme de revenir me poser,
prendre un carnet, tout noter et en faire ressortir tout le bon. Là, ce que vous décrivez, c'est l'effet un peu néfaste de cette société d'immédiateté où on est gavé d'informations à la seconde. C'est trop. Ouais. Donc, on met de côté, on se dit on va prendre le temps. Et souvent, on manque de temps. En fait, dans notre monde moderne, on court après le temps. Mais nos ancêtres, le soleil se lève, on se réveille, on vit la journée, le soleil se couche, on va dormir. On prenait peut-être le temps, mais tout s'est accéléré et peut-être que c'est important de commencer à ralentir, peut-être de prendre conscience, de dire est-ce qu'on est obligé de tout le temps aller vite. On a une explosion des troubles anxieux. Personnels. Pour la connaissance de soi, il y a certains moments qui nous remplissent beaucoup plus. Au lieu de scroller 1 heure. Alors oui, c'est très bateau, tout le monde le dit. Mais vaut mieux aller marcher 1 heure. Et le bien, mais sauf que je pense qu'il faut plusieurs balades pour réaliser et prendre conscience et aussi trouver le temps, l'énergie, le courage de trouver l'heure dans la journée d'y aller. Sauf que les bienfaits qu'on y retrouve après sont extrêmes. On passe une soirée beaucoup plus détendue. C'est vrai, parce que les écrans rendent anxieux, irritables. Et quand vous faites de l'écran, à moins que vous regardiez votre série ou vous scrollez en faisant un jogging, ce qui n'est pas donné à tout le monde de faire 2 choses en même temps, qui n'ont rien à voir, c'est la double tâche, vous êtes sédentaire, et pendant que vous êtes sédentaire, vous ne régulez pas votre tension artérielle, votre stress, votre cortisol, etc. Et on ne réfléchit plus aussi, surtout. Ouais. Alors, c'est important ça, parce que l'adolescence, ce moment un peu de maturation, c'est un peu le moment où l'ado, il est un peu, ce que je dis, dans sa grotte, il est dans son lit. L'adolescence, on est fatigué. Je disais souvent en rigolant, ah oui, les coups de pousser ses cheveux, mais c'est épuisant en fait de grandir. C'est-à-dire que vous avez un moment où vous êtes dans votre monde intérieur, où vous rêvez, où votre cerveau est immature. Et les générations là depuis les années 2000, je pense qu'elles manquent de temps pour juste ne rien faire. Aujourd'hui, les gens sont effrayés et sont anxieux quand ils ne font rien parce qu'ils sont face à eux-mêmes. Parce ils se remplissent en permanence, mais tout le monde le fait, hein. Je ne suis pas en train de dire du mal, c'est tout le monde se remplit, tout le monde court d'une activité à une autre. Quand on ne court pas, on scrolle, quand on ne scrolle pas, vous voyez, et il n'y a pas de temps pour se poser. Je suis totalement d'accord avec ça, et c'est vrai que l'adolescence, moi je le vois comme un moment où voilà, on a envie un petit peu d'arrêter peut-être de penser, où on fuit certains passages, et bon, les réseaux, ça aide pas comme on l'a expliqué, et apprendre en fait à se poser et s'écouter aussi. Alors, parce que c'est important de tout à fait. Juste écouter votre pensée et ne vous jugez pas aussi. Parce que des fois on juge notre propre pensée par rapport aux critères sociaux ou... sur quelqu'un qui est en devenir et qui se dit je vais devenir un adulte, un homme ou une femme, avec les transformations physiques qui vont avec et qui peuvent déclencher beaucoup d'angoisse et d'inquiétude, voire même des pathologies comme par exemple l'anorexie mentale, tout ça. Au moment où c'est le plus important, cette question du regard sur soi-même et les regards des autres sur soi, de la société, je dirais pas que les écrans sont mauvais, enfin je dirais pas que les réseaux sociaux sont mauvais. Non, ils sont pas mauvais. Il y a du positif et du négatif dans tout, et il faut être précautionneux, savoir poser des limites, connaître les dangers, et puis vous savez, pour être en bonne santé, l'équilibre, en fait souvent on dit pour être en bonne santé, il faut manger équilibré, enfin il faut de tout de manière harmonieuse, c'est ça en fait. Oui. Être en bonne santé, c'est ni trop de ceci, ni trop de cela, c'est un peu de tout, un peu de sport, un peu d'écran, un peu de... Après, ce qui est sympa, c'est que grâce à ces smartphones, vous avez plein d'applications, dont des applications de e-santé. Par exemple, je pense à Petit Bambou, qui est une application de méditation, et vous en avez plein, la cohérence cardiaque. Oui, et mon but final, c'est aussi de créer une application mobile. C'est ça, voilà. Mais ce que j'essayais de souligner juste avant, c'est que par moment, je vais donner un exemple personnel, je vais me sentir agitée. En fait, c'est des petites vagues d'émotions. Hein. Quand on est agité, c'est qu'on ne sait plus trop où donner de la tête. Et par réflexe, pendant longtemps, je prenais mon téléphone, couper ma pensée. Ouais, c'est pour vous hypnotiser et pour vous empêcher de penser parce que c'est trop douloureux. Sauf que ça peut être pire. Ça part, par rapport à mon schéma et mon fonctionnement, ça partait en arborescence. Sauf qu'à des moments, des fois, il faut se confronter aussi ou faire une activité qui nous calme, qui nous met en temps de pause, au lieu de suractiver en fait cette petite vague d'émotions. Donc ça peut être regarder une série déjà, au lieu d'être sur son téléphone parce que c'est du format court. Regarder une série, ça peut aussi calmer. Parce que
c'est pas mauvais les téléphones comme on dit depuis le début, mais des fois essayer selon notre tempérament de varier notre contenu ou nos activités aussi. Ouais. Mais peut-être aussi, moi je vous poserais la question, à partir de quand vous en avez pris conscience et qu'est-ce qui fait que vous avez changé? C'est quand j'ai commencé déjà à essayer de me comprendre et à analyser d'abord mes émotions. Voilà. Quand j'ai commencé à analyser mes émotions, alors j'y suis pas arrivée au tout début à analyser 24 heures sur 24 et encore aujourd'hui, ça m'arrive par moments d'être dans le déni comme tout le monde. Mais en fait, quand j'ai des sensations désagréables, j'essaye de me poser les questions pour essayer de mieux faire passer l'émotion. Et il y a des moments, comme tout le monde, je prends mon téléphone, j'ai l'impression que ça me détend. Sauf qu'en fait, c'est un engrenage. Il faut plusieurs jours pour réaliser que tu l'as fait à plusieurs répétitions, que ça a empiété sur ton état mental, que ça a des répercussions sur le long terme et que c'est pas comme ça que tu vas retrouver de la sérénité dans ta tête. Et c'est plutôt dans des moments où j'arrivais à des phases anxieuses plutôt élevées où j'avais des messages. En fait, mon téléphone était une source d'anxiété où en grandissant, j'ai commencé à le mettre de côté par moments, période de dispute, pendant des périodes, et à faire ma vie, à me dire, bon, mais sans le mettre de côté, que là, je suis arrivée à m'apaiser, à me dire, ah ben tu vois, tu l'as mis de côté, tu as mis le problème de côté, alors oui, il faut régler les problèmes, mais tu es arrivé à te mettre dans ta bulle et à penser à toi, soit par le travail, parce qu'on a tous des obligations, soit par un temps personnel, faire des bijoux, peindre, faire de la cuisine aussi, parce que aussi ce qui se fait beaucoup, mais c'est prendre sa douche avec une série, cuisiner avec une série. Oui, je sais. Donner le biberon en regardant une série, c'est-à-dire votre bébé, il vous regarde, regardez un écran, du coup l'enfant regarde l'écran. C'est ça, et ne plus vivre le moment présent, ne plus vivre ses émotions, et c'est pour ça qu'il y a des moments, il faut essayer quand même de prendre conscience, je pense, de ses propres émotions, pour se connaître, et ça en revient au sujet principal. Ouais, mais comme vous disiez, peut-être que c'est des moments où c'est la stratégie à avoir, c'est de prendre un écran pour s'hypnotiser ou ne pas penser, parce que c'est trop compliqué, parce qu'on a peur. Bon, mais ce qui est bien, c'est de se dire, ah ouais, mais les conséquences que ça a pour ma santé mentale, ma santé physique, et ça, je pense que c'est vachement important. Et peut-être qu'il faut passer par ça pour se rendre compte de... Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on dit depuis le début. Oui. Ou ça va peut-être aussi pour certains paraître bateau, et il y en a aussi qui... Parce que moi, pendant longtemps, j'avais du mal avec le juste milieu. Et maintenant, je l'applique beaucoup et j'arrive à ne pas m'en vouloir dans la connaissance de soi, dans mon développement. Le juste milieu, je l'applique dans beaucoup de domaines de ma vie. Je vais donner un exemple alimentaire. Je suis quelqu'un, j'aime les choses réconfortantes. Et c'était soit je mangeais des choses très réconfortantes, soit je mangeais des choses très saines, très healthy. On voyait vraiment deux extrêmes. Alors que maintenant, mon juste milieu, pour pas m'en vouloir et pour arriver à trouver mon équilibre, c'est manger un fruit ou un légume tous les jours. Même si je veux manger un McDo, je vais manger ma petite pomme avant. Et en fait, je vais pas m'en vouloir parce que je trouve cet équilibre et ce juste milieu. Et en fait, dans la vie de tous les jours et dans tous les domaines, on peut trouver un juste milieu. C'est comme si, exemple, vous analysez que les écrans vont avoir un impact sur votre humeur. Ne prenez pas votre téléphone le matin. Alors peut-être, oui, le soir, vous n'arriverez pas à faire l'impasse, mais alors n'attaquez pas votre journée. Faites un juste milieu. Moi, je sais que le soir, oui, j'ai mon téléphone, mais mon juste milieu, c'est de m'interdire la prise de téléphone pendant 1 heure, pendant que je me lève. En fait, c'est une hygiène de vie aussi que vous vous astreignez à avoir et qui est en fait... Je pense que vous savez, on est dans une société tellement moderne et tellement avancée qu'on a oublié le bon sens en fait. Oui. Le bon sens. Qu'est-ce qu'ils disent les anciens quoi. Et en fait, voilà, si je parlais de juste milieu, le problème c'est que j'ai l'impression qu'il y a 2 mondes. C'est soit on est dans le monde du parfait, soit on est dans le monde de la décadence. Et c'est pour ça que je voulais parler de la notion de juste milieu, parce qu'il faut peut-être arrêter de chercher la perfection et déjà trouver son propre équilibre et déjà instaurer un petit bien-être quotidien. Là, tout ce que vous dites, ça m'évoque effectivement à nouveau la pression sociétale, mais la perfection, on est d'accord, ça n'existe pas. Et on fait juste au mieux. C'est ça. C'est le plus important, et d'être au plus près, au plus juste avec soi à l'intérieur et ce qui nous entoure. Ça, c'est déjà... Exact. C'est juste ça, en fait. Oui. Donc, finalement, la pression... C'est vrai que ça pourrait paraître si simple. Moi, ça me paraît si simple quand on en parle. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, en pratique, c'est pas toujours pour tout le monde évident. Et en même temps, pour ceux qui pratiquent le yoga ou de la philosophie un peu du yoga ou des choses comme ça, c'est... Mais
sois bienveillant envers toi-même et sois fier de ce que tu as accompli aujourd'hui. Mais on a perdu ce côté parce que maintenant j'ai l'impression que c'est vu comme du narcissisme. C'est vu comme je suis. Ouais. Je sais qu'il y a des moments, je n'ose pas parler de ce que je pense réellement parce que j'ai peur de passer pour une personne prétentieuse. Mais alors que je suis des fois tellement fière de ce que je vais faire, de mes émotions, de mon parcours. Mais je peux pas des fois l'exprimer devant certaines personnes parce que vu que ces personnes-là, elles ne sont pas encore passées par là, ça va pas être perçu de la bonne façon. Oui, et puis c'est toute la sémantique aussi, par exemple, en fait, plutôt que de tout le temps se mettre la pression, sois fier de... Déjà ce que tu as. Déjà ce que tu as fait, c'est super, c'est ok. Et oui, c'est chouette. Vous voyez, moi, étant étudiante en yoga thérapie, j'ai des cours en visio, j'ai des collègues aussi qui sont profs de yoga ou je fais aussi du yoga en studio. L'ambiance qu'on a dans ces endroits-là, c'est la bienveillance envers soi et envers l'autre. Je suis fière d'avoir accompli aujourd'hui. Et si aujourd'hui ça passe pour du narcissisme, c'est un peu triste parce qu'en fait, alors, c'est juste... je ne sais pas en général, mais il y a certaines choses qu'on garde souvent pour soi et je trouve ça quand même un petit peu malheureux. C'est comme l'année dernière quand je vous voyais pour le neurofeedback. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois je vous ai dit que j'apprenais à réguler ma joie comme si c'était de la haine. Dans le sens où souvent on nous apprend en fait quand on a la haine à se canaliser et à la garder pour soi, à se trouver son équilibre. Sauf que j'en étais arrivée à un stade où ça commençait à aller dans ma vie. Et j'ai appris à la vivre seule, ma joie. Parce que quand j'allais voir, exemple, ma mère, alors elle c'est une très bonne personne, une bonne vivante, mais il y a des moments, elle n'était pas dans la même énergie que moi. Du coup, je devais apprendre à garder ce moment de joie, à le garder pour moi, parce qu'elle allait, comment dire, me déséquilibrer, parce qu'elle n'allait pas percevoir ce que moi je perçois, ou elle n'allait pas être sur le même tempo. Du coup aussi, des fois, il faut arrêter aussi de vouloir partager, il faut arriver à vivre. Mais ça, c'est l'expérience, et puis c'est aussi la maturité dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire que, oui, on est content de dire à sa mère, maman, je suis trop heureuse, mais je suis une ado, jeune adulte, je suis trop fière de moi, je suis trop heureuse et je vais la garder pour moi. J'ai pas besoin de la partager, mais quand on est attaché... Mais il y a un côté, je pense, de... Comment dire ? L'année dernière, j'étais encore à ce stade d'attente, je pense. Vous savez, cette attente de... C'est-à-dire, si vous attendiez de voir dans le regard de l'autre une parole qui viendrait de l'extérieur pour vous dire « Waouh !» Ouais, peut-être, mais que maintenant, je le vois quand je suis heureuse. Je chante, je danse toute seule. J'ai plus besoin de personne c'est chouette. Pour être heureuse. Et je suis, on va dire, dans mon délire, dans mon monde, et je l'accepte, je ne me juge plus. Qu'avant, des fois, je me disais, mais t'es folle. Alors que non, en fait, je vis tout plus fort peut-être que les autres. Et alors, est-ce que c'est une chance? Oui, je pense que c'est une chance. Oui, je pense. Et ça a été dur pendant longtemps d'accepter, de vivre les choses intensément sans les partager avec les autres. Et vous savez, tant qu'on vit les choses de manière intense, c'est qu'on est en vie et c'est super. Le jour où on ne ressentira plus rien, c'est qu'on sera mort. Donc vivez, ressentez. Alors, ce qui peut être déroutant, c'est de passer d'une émotion agréable, hyper intense, à un truc hyper désagréable, intense. C'est ça qui peut être fatigant et en même temps, en apprenant la gestion des émotions, eh bien, c'est de plus en plus facile. Et en même temps, qu'est-ce qu'on est en vie quand on ressent des émotions ? On est des humains. On n'est pas des robots, quoi. On a des émotions. Et je pense que comme conseil aussi, on pourrait donner, vous savez, c'est la prise de conscience en pleine émotion. Je sais que c'est un exercice que j'ai beaucoup pratiqué, je vous en ai aussi parlé. Quand vous me demandez comment je faisais face aux situations de la vie, c'est par exemple, je fais face à une injustice, réaliser que c'est une injustice. Qu'est-ce qui m'énerve ? Qu'est-ce que ça impacte chez moi ? En fait, se poser une petite introspection personnelle, accepter de toucher peut-être la douleur, accepter aussi de quand même regarder le beau, regarder en fait dans son ensemble et essayer d'avoir une nouvelle approche un peu à 360 degrés sur la situation pour arriver à nous prendre, nous en tant que personne, et à prendre de la distance pour rester qui on est aussi. Mais pour dézoomer sur un truc sur lequel on est focus, c'est-à-dire prendre de la hauteur ou de la distance, ça nécessite des outils thérapeutiques, la pleine conscience, la méditation, je parlais du yoga tout à l'heure, la yoga thérapie, des choses.
c'est pas d'un claquement de doigts qu'on y arrive, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des outils. Je parlais en introduction de ma caisse à outils. De quoi j'aurais besoin pour, vous voyez, je vais expérimenter ça, et c'est plus on expérimente, plus c'est facile, et puis plus effectivement on prend de la distance, de la hauteur. Après, vous avez parlé du sentiment d'injustice. Alors on sait que quand on a un TDA aussi, et dans ma patientèle, j'ai beaucoup de jeunes justiciers qui feront d'excellents avocats et qui vont faire des carrières magnifiques, mais ça peut être effectivement, vous citez ce sentiment-là, c'est compliqué, hein, injustice, hein, quand on voit un truc injuste, c'est... Ouais. Ça m'évoque des paroles d'une patiente il y a peu de temps qui parlait d'une scène en classe d'un prof qui touchait une ado un peu en la secouant en disant j'en ai déjà vu des ados aussi comme toi qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Enfin, en gros, il voulait la pousser, et moi j'avais ma patiente, les copines, qui disaient mais c'était insupportable. Je me rongeais de dire mais je suis en colère qu'il inflige ça, etc. Et donc, pour arriver à dompter sa colère, son injustice, il y a des méthodes, il y a des manières d'apprendre. Il y a des méthodes aussi quand même plus accessibles que certaines aussi outils. C'est pour ça que j'en parlais. Déjà, moi, je le donne sur mes réseaux, des questions simples déjà à se poser. Avant, alors oui, être accompagné, il le faut par moment, et c'est hyper important. Oui, quand on en a besoin, en tout cas, c'est nécessaire. Ouais. Mais pour les personnes qui n'en sont pas à ce stade ou qui n'ont pas de gros traumatismes, déjà se poser des questions simples. Comme qu'est-ce que je ressens, dans quelle situation j'ai déjà vécu ces émotions. Mais vous imaginez là ce que vous dites, Romy, qu'est-ce que je ressens? Ça veut dire, on parlait tout à l'heure des écrans où on scrolle et on se déconnecte, on est dissocié, comme si la tête et le corps n'étaient pas connectés. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est une émotion et ne savent pas dans le corps qu'est-ce que ça fait, à quoi ça correspond. Si j'ai un poids dans l'estomac, si j'ai mal au ventre, si je suis oppressée, que j'ai une boule dans la gorge. Donc ça, c'est tout ce qu'on parlait tout à l'heure aussi du travail sur l'intelligence émotionnelle, et arriver à... Et il y a un travail énorme à faire. Et pour avoir travaillé aussi pendant des années à la Casamance avec ma collègue sur les troubles alimentaires, ce qu'on constate aussi dans certaines populations, c'est je mange mes émotions. Ça veut dire, c'est une émotion de... On posait aux patients la question, mais quand vous vous remplissez d'un aliment, une crise, mais qu'est-ce que vous ressentez, ou qu'est-ce qui vient comme... Je sais pas. Mais ça fait quoi dans le corps? Je sais pas. Donc, vous avez imaginé, c'est-à-dire que c'est des gens, et il y en a beaucoup, hein, qui ne sont pas connectés à leur corps, et ils sont déconnectés. Donc, pour faire ce travail-là, c'est d'abord, voilà, je suis dans mon corps, qu'est-ce que je ressens? Et ça pourrait correspondre à quoi comme émotion? Et une fois qu'on se dit émotion agréable, désagréable, donc du coup vous imaginez tout le chemin à faire. Mais une fois que vous avez eu la chance de vous autoriser à ressentir dans votre corps des choses et à mettre en lien avec une pensée, une croyance, par exemple dysfonctionnelle, je suis nulle, j'y arriverai jamais, etc. Et bien après, c'est facile la vie comme ça, vous avez un regard, et puis quel merveilleux regard sur vous-même que ça, quoi, de vous autoriser à ressentir et à vous connecter à ça. Et si je me permets quand même donc de donner quand même ce conseil-là, c'est que je vois que sous certains angles, avec certaines questions, même une personne qui ne se pose pas certaines questions peut y arriver, dans le sens où beaucoup de discussions avec mes copines, avec des gens que je rencontre, des fois je rencontre des gens et on se met à parler pendant 1 heure de leur vie, de nos vies. Et à chaque fois j'ai des questions, et c'est souvent les mêmes questions qui ressortent. Et quand je leur pose, après c'est peut-être aussi parce que c'est d'une personne externe, du coup c'est plus facile, mais la discussion elle devient plus personnelle, les réponses viennent en fait quand ils cherchent et quand on pose les bonnes questions. Donc déjà juste être conscient qu'on peut essayer de se comprendre. Et puis il faut bien partir de quelque chose pour pouvoir après dérouler le fil pour y arriver, mais effectivement des questions simples où par exemple là on est assis dans le fauteuil, comment en ce moment je me sens, hein. Ça peut être des petits exercices assez simples. Mais il faut, voilà, c'est ça, faut partir de quelque chose, et puis il faut avoir envie aussi, parce que si vous avez des gens qui continuent à s'hypnotiser ou qui veulent continuer à être dissociés de la tête et le corps, on peut rien pour eux. Oui, c'est ce que je me dis souvent, et des fois c'est dur du coup quand on a atteint, on va dire, ce stade de maturité, de sagesse, de se dire, mais je le comprends totalement parce que j'ai été aussi dans l'autre côté un peu plus sombre, de se dire, mais comment ils font pour pas réaliser que la vie elle est plus belle si on le veut. Et oui, mais ça, c'est les capacités d'introspection, et que nous, on appelle l'insight. C'est tout le monde n'a pas
eu la chance d'accéder à cette capacité d'introspection. Bien sûr. Certains, ça peut être leur vie entière parce que c'est comme ça. D'autres, ça arrive à un moment donné, peut-être quand ils sont très malades. Il y a une prise de conscience un peu type électrochoc, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il faut que je remette les compteurs à zéro et que je comprenne un petit peu qu'est-ce qui m'arrive. Chaque histoire est différente, chaque humain est différent, mais oui, c'est ce qu'on appelle les capacités d'introspection. Pour faire ce que vous dites, là, de dire, mais comment ça se fait qu'il prenne? Parce qu'il n'a pas encore... Oui, il n'est pas arrivé à un niveau d'avancement. Et ça ne peut venir que du sujet. Vous ne pouvez pas forcer l'autre. Bien sûr. Ça vient de l'intérieur. Oui, c'est sûr. C'est une recherche de soi, et je trouve ça passionnant d'avoir la capacité à s'auto-analyser, s'auto-introspecter. Mais attention, quand je dis s'auto-analyser, c'est pas toujours être le petit mot dans la tête avec les pensées. Oui, il faut arriver à un entre-deux encore et à trouver son équilibre. Ouais. Mais ça va encore avec la connaissance de soi et je pense que c'est primordial pour voir un avenir à long terme, un minimum équilibré. La vie, dans tous les cas, ça a des hauts et des bas. Tout à fait. Mais c'est mieux de savoir surfer, je pense, sur ces vagues-là. Ouais, les fameuses vagues, comme dit John Kabat-Zinn, apprendre à surfer sur les vagues de la vie. Quels conseils pratiques pour la connaissance de soi au quotidien vous nous conseillerez? Alors, conseils pratiques, après ça dépend aussi de votre sensibilité et de ce que vous aimez. C'est vrai que vous avez des gens qui peuvent aimer ce qu'on aime. Oui, tout à fait. Créer, ou faire du sport, il y a différentes façons. Le sport est l'une des meilleures thérapies, médicaments, je pense, pour l'homme. C'est important de faire du sport, ou du moins d'avoir tous les jours au moins 30 minutes de marche pour être en bonne santé, ce qui nous permet de réguler la tension artérielle, le cortisol, tout ce que j'ai déjà dit. Mais on est tous sédentaires. Les jeunes maintenant, ils ont des voitures sans permis. Oui. Donc il faut penser à faire des choses comme ça qui sont bons pour notre santé. Après, tout à l'heure, on a parlé effectivement, pour ceux qui aiment la méditation pleine conscience ou la mindfulness, vous avez ces petites applications de e-santé. Mais c'est pas évident, je trouve. Alors s'initier. Après, il y a des applis qui sont bien faits. Par exemple, Christophe André a travaillé beaucoup sur Petit Bambou, où c'est progressif, parce qu'au début, dans ce monde moderne où on est tout le temps agité, à courir, apprendre à se poser et à ne rien faire, ça peut être compliqué. Puis pour les jeunes, je pense qu'il y a encore des idées préconçues. Parce que moi, je le vois, je fais du pilates, donc c'est pas du yoga, c'est pas de la méditation. Pour moi, c'est vraiment un sport plus intense qui demande quand même du mental. Et je sais qu'une fois, j'ai un ami en rigolant, il m'a dit « Ah, désolé, tu as cours de pilates ?» Comme si j'avais cours... J'ai senti, en fait, dans sa façon de s'exprimer, que c'est comme si je faisais de la méditation, du pilates, et que c'était, en fait, un petit côté perché. Et en fait, souvent, le bien-être et toutes ces pratiques-là sont vues comme des choses... je ne saurais pas exactement comment l'expliquer, mais il y a des idées reçues. Oui, mais en même temps, par exemple, vous parlez de Pilates, qui est une super méthode, où on est connecté à soi avec le souffle, avec les postures, tout comme le yoga. Vous avez quand même énormément de gens, de stars par exemple, qui font du yoga, qui font des choses comme ça, qui montrent que c'est pas que pour les perchés ou les atypiques, parce que c'est bon pour notre santé. Oui, on le voit de plus en plus de manière à l'heure actuelle, ça se développe. C'est l'avantage aussi de voir sur les réseaux, il y a énormément de... Mais il faut qu'il y ait des hypes, on va dire des tendances à chaque fois pour mais après, que les codes se cassent un petit peu. Mais comment vous pourrez expliquer les bienfaits aux jeunes pour qu'ils comprennent plutôt les bienfaits au lieu de voir juste la méthode? En fait, que ce soit Pilates, yoga, alors le yoga ça existe depuis très longtemps en Inde avec pas grand chose et pour moi qui est en train de me former pour devenir yoga thérapeute, c'est un des meilleurs traitements au monde qui permet de réguler aussi bien une problématique de stress, de troubles mentaux que de troubles de douleur, de troubles digestifs, peu importe, on ne va pas faire un cours sur la yoga thérapie, mais avec des moyens simples, en fait, où vous êtes connecté à vous-même, que ce soit le souffle, par exemple. La respiration, c'est le meilleur médicament au monde, par exemple, quand vous faites une crise d'angoisse. Plutôt que de prendre un cachet qui peut être utile, j'en prescris, attention. En 3 minutes, si vous faites de la cohérence cardiaque, vous allez désamorcer votre crise d'angoisse parce que vous avez activé votre nerf vague, le parasympathique, qui va ralentir votre fréquence cardiaque et qui va vous détendre. Moyen tout simple. Mais la majorité des gens ne pensent pas à respirer ou alors ils ne savent pas parce que c'est quelque chose d'automatisé, heureusement, parce que s'il fallait penser à chaque fois à respirer, vous imaginez, il y aurait des problèmes. Mais plus c'est simple, je parlais de bon sens tout à l'heure, plus on l'oublie. Et plus on voit la chose compliquée aussi. Alors qu'en fait, ils faisaient quoi il y a 3000 ans? Enfin, je veux dire, les fameux yogis,
la Oui. médecine ayurvédique qui a inventé énormément de choses. On s'est inspiré de ces gens-là, en fait. Et aujourd'hui, Des n'oublions fois, pas, c'est vrai, des gens ne pensent pas à Bah oui. respirer par moment. respirer. Je sais que ça fait seulement 6 mois, pour donner un exemple. Maintenant que j'analyse mes émotions vraiment, j'analyse que je suis stressée, à des moments, je me dis, bon, pose-toi, je me fais une dizaine de grandes inspirations. Yo, le monde ne va pas exploser, tu es qui tu es, tu as fait tout ce que tu as fait. Je me raisonne comme je l'entends, comme je pense qu'il faut le faire, mais je respire. Et parce que je me dis, là, tu es peut-être en apnée depuis 2 heures. Donc ton métabolisme peut aussi s'abîmer quand on ne respire pas et ça peut avoir des conséquences. On a la cage thoracique, effectivement, qui est coincée, on a plus de douleur. Et puis, ne pas respirer égale augmentation du stress, en fait. C'est une boucle infernale. Oui. Quand on est anxieux, on se coupe. Quand on fait une crise d'angoisse, on se coupe la respiration. Au contraire. Et d'ailleurs, en yoga-thérapie, on apprend aux gens certains types de respiration et même on les confronte avec des respirations un peu intenses pour justement leur apprendre à déconditionner la peur quand il y a la crise qui arrive. C'est ok, tu respires fort, c'est pas grave, tu as envie, tu respires. Après, voilà, un exercice tout bête à faire, 5 minutes, alors 3 minutes syndicales, en dessous de 3 minutes, ça ne marche pas au niveau physiologique. 5 minutes matin, midi et soir de cohérence cardiaque. C'est super ça comme hygiène de vie. Personne ne pense à respirer. Moi, en neurofeedback, on fait pas mal aussi pour voir aux gens que quand vous respirez 3 à 5 minutes, vous allez faire moins de stress dans votre cerveau. Oui, juste en respirant. T'as pas pris de cachet, t'as rien fait, t'as juste respiré. Et respiration profonde, ample, etc. Avec le diaphragme qui monte, qui descend, qui monte. Il y a beaucoup de choses simples, je pense que, en fait, voilà. Et souvent, quand il y a une douleur, il y a un mal-être. Parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes, souvent on néglige les choses simples tellement on est mal. Et c'est comme, moi ça m'est déjà arrivé de me dire, de chercher des méthodes, soit coûteuses ou même de me réconforter dans des choses matérielles. Parce qu'en fait, la douleur ou la sensation est si désagréable qu'on ne se dit pas qu'une chose aussi simple peut nous soulager. Et j'ai déjà parlé avec des jeunes personnes aussi qui ont vécu cette sensation-là. Quand je leur parle, il faut que je leur explique que ces choses-là, pourquoi elles fonctionnent, pourquoi ça va marcher et pourquoi il ne faut pas, c'est comme, il y en a, ils attendent d'avoir la paire de baskets adaptée pour aller marcher. En fait, on se complique toujours tout et il faut des fois revenir à la base et c'est là souvent que ça marche le mieux. C'est comme on en vient souvent à la médecine douce maintenant. De plus en plus, Et c'est ce qui fonctionne souvent. Elle vient en synergie, vous voyez, ça vient en synergie. Il y a des choses qu'il ne faut surtout pas arrêter et il y a des traitements qui sont quand même vitaux. Ça faut bien préciser quand même. Mais il y a beaucoup de choses qu'on sous-estime qui sont en fait très simples. Et puis, voilà, les compléments alimentaires, la nature, on parlait tout à l'heure d'aller marcher, juste comme ça. La nature, il faut qu'on prenne soin et vous, la jeunesse, vous avez conscience du monde, il faut prendre soin de la nature parce qu'elle nous soigne en fait. Les plantes, avant qu'il y ait les médicaments, c'était les plantes qui nous guérissaient. Vous aviez des gens qui faisaient des potions, qui mélangeaient. Aujourd'hui, vous avez des gens qui travaillent beaucoup en phytothérapie ou qui mélangent des choses comme ça, qui font des préparations qui peuvent même guérir. Hier, j'ai écouté une conférence sur YouTube du professeur Vincent Castronovo, là, qui date de novembre 2023, et il parlait de la phytocancérologie, c'est-à-dire le pouvoir des plantes qui peuvent en synergie travailler avec les chimiothérapies classiques pour empêcher d'avoir des métastases, pour travailler sur le microbiote. Si vous avez un bon microbiote intestinal, vous serez en bonne santé. D'ailleurs, Hippocrate, qui était un vieux médecin il y a très longtemps, qui n'avait pas toute la science qu'on a aujourd'hui, il partait du principe que la nourriture est un remède et que dans l'intestin vient en fait la bonne santé. Ben oui, les petites bactéries. Si vous n'avez pas un bon microbiote, vous allez avoir un déséquilibre, vous allez être anxieux, vous n'allez pas fabriquer votre sérotonine dans le ventre, vous allez avoir une dysbiose. Et puis, on l'a vu même avec le Covid, que les gens qui avaient des dysbioses intestinales, ils avaient fait des formes graves, ils avaient des carences. Ouais, c'est comme les gens obèses aussi, on s'est rendu compte. Alors, le monde a découvert que l'obésité, c'était grave, oui, parce que les gens obèses ont eu des formes graves du Covid, parce qu'ils sont un obèse et immunodéprimé. Il a un microbiote catastrophique, il est en syndrome de stress inflammatoire chronique, donc il est vulnérable. Vous voyez, donc avec des choses simples. Oui, mais après, voilà, il faut être informé. Et oui. C'est comme, je vais donner un exemple, qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai lu un livre sur la thyroïde. Et c'est qu'en lisant ce livre, c'est pas les médecins qui m'ont dit, que le Doliprane, ce n'était pas bon pour la thyroïde.
par rapport à certaines molécules. C'est un perturbateur endocrinien. Donc il n'y a que en lisant que je l'ai su. En fait, il faut souvent se renseigner. On n'a pas forcément toute l'information, mais ça, souvent, ça vient avec le vécu, en fait, et par rapport aux problématiques de chacun. Mais donc, oui, c'est intéressant de s'intéresser aux méthodes les plus simples. En fait, plus c'est simple, mieux c'est. Je pense que c'est la base, c'est le bon sens, ce que je disais. Souvent en consultation, je dis, mais qu'est-ce qui ferait nos anciens, sous-entendu dans le passé? Les gens, ils se prenaient moins la tête, on avait moins d'informations. Donc, ils prenaient avec du bon sens et de la logique. Aujourd'hui, on est tellement abreuvé de tellement d'informations que du coup, trop d'infos tue l'info. Et je pense que les gens, à la fin, ils ne savent plus. Du coup, il faut retrouver du bon sens, du côté pratique. Et vous voyez, par exemple, un geste simple aussi. Quand vous êtes en colère ou des choses comme ça, vous prenez un verre d'eau fraîche, vous le buvez tranquillement, ça va vous aider à redescendre. C'est basique, hein. Plutôt que d'aller donner des coups de poing ou de, je sais pas, il y a plein de méthodes simples, mais plus c'est simple, plus ça marche. Oui, et aussi par rapport à ça, j'ai un conseil qui peut aider. Moi, je sais que ça m'a aidé à ne pas trop m'en vouloir quand j'étais plus jeune. Souvent, quand on est jeune, on est énervé, il y a une dispute par SMS, on écrit, et on envoie sous le coup de l'énervement. Et moi, ce que je faisais, c'est que oui, j'écrivais, mais je n'envoyais pas. Parce que je savais que j'étais dans l'impact, dans la colère, dans l'émotion. Et je savais que quelques heures... Après, il a fallu que je le vive pour le savoir, mais une fois ou deux après l'avoir vécu, je m'en suis trop voulu en fait. Et je me suis sentie, on va dire, conne. Du coup, après, j'écrivais. J'attendais une journée ou 4 heures, 2 heures selon mon état. Et je me reposais et je modifiais mon message. Et je m'en voulais moins en fait. Parce qu'en fait, ce que ça impacte, c'est nous-mêmes et notre propre jugement quand on agit mal. Et c'est pour ça que je pousse à l'auto-réflexion. Et oui, mais pareil, toujours pour prendre de la distance, encore faut-il l'avoir pu s'analyser. Parce que dans la colère, souvent on dit les mots dépassent la pensée, on est dans l'immédiateté, on sort de manière impulsive et après on se dit, j'aurais pas dû. Très bonne stratégie que d'écrire, je l'ai jamais fait, tiens, écrire et puis après attendre que ça redescende et après finalement qu'est-ce qu'on va dire, comment on peut formuler le fait que voilà, on a été blessé, on était en colère parce que voilà, ça dépend de la situation qui a engendré cette émotion très forte, qui peut vraiment, la colère peut nous faire vriller. Mais... Oui, et je pense que ce qui touche beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes, c'est se blesser soi-même en fait. Et déjà, avant toute chose, il faut arriver à reconnaître les choses qui nous déplaisent de nous-mêmes pour pas s'en vouloir, parce que la pire des choses, c'est de s'en vouloir personnellement. Parce que souvent, on en veut à la terre entière, mais quand on en veut à la terre entière, c'est qu'en fait, le problème, il est en nous. Et souvent, il y a des choses... La colère, c'est souvent contre soi-même qu'on l'a. Avec toutes les émotions, ça reflète. Et pour pas aller trop en profondeur, cette fois-ci, on parlera peut-être plus des émotions dans une autre vidéo. Oui, tout à fait. Je pense que ça peut être super intéressant. Mais analyser, parce que moi, je sais que depuis que je suis jeune, le sentiment que j'ai analysé qui me frustrait le plus, c'est quand je suis en colère contre moi-même. Et quand je l'ai réalisé il y a 2 ans, je passais des demi-journées énervée contre moi, mais du coup je m'isolais et je suis quand même assez fière de ça parce que je savais que sinon j'allais avoir un impact sur les gens parce que j'étais tellement blessée de moi-même et je me voyais en fait et j'aimais pas cette image-là. Et du coup déjà prendre du recul et savoir que les situations provoquent des émotions en nous aussi. Mais il y aurait tellement de points là à aborder. Je pense qu'on va revenir sur le fil conducteur. Ce qui peut être pas mal quand on parle d'émotions, c'est d'avoir un petit carnet. Vous pouvez mettre plusieurs colonnes avec la date, l'heure pour vous souvenir, l'événement, l'émotion que vous avez ressentie, qu'est-ce que ça faisait dans le corps, peut-être s'entraîner. Et puis sur une autre, peut-être les pensées qui étaient... Vous avez dit tout à l'heure, je suis nulle, je m'en veux. Vous voyez, les croyances ou les pensées dysfonctionnelles qui sont souvent la dévalorisation, etc. Ça peut être des choses intéressantes à... Des petits outils comme ça. Et ça soulage aussi, c'est prouvé, ça soulage d'écrire et ça enlève une partie de l'émotion. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que le petit carnet, on l'a peut-être pas toujours sur soi, mais j'imagine qu'avec les fameux smartphones, on peut aussi avoir... Oui, prendre des notes, et même pour les personnes qui auraient peur qu'on tombe sur leurs notes, vous pouvez les cadenasser, vos notes. Parce que moi, je sais que petite, c'est très drôle, je l'ai remarqué il y a pas longtemps, c'est que depuis que j'habite seule, que j'ai mon carnet de mémoire, je l'appelle comme ça. Avant, j'écrivais toutes les semaines, maintenant c'est toutes les 2 semaines, 1 mois, j'écris ma vie, j'écris mes ressentis du moment. Mais je sais que quand j'étais chez mes parents, j'avais peur qu'on tombe sur ce carnet. Et j'ai toujours eu peur qu'on rentre
dans mon intimité, parce qu'avant j'acceptais pas toutes mes émotions et du coup c'est délicat, donc sachez que du coup dans vos notes vous pouvez fermer à clé, on va dire, vos notes. Tout à fait. Si vous avez votre petit copain qui prend votre téléphone ou vos parents, je pense que c'est bien quand même de préciser, parce que c'est vrai que moi ma première peur personnelle c'était d'être lu. Qu'on tombe sur mes notes, parce que des fois on écrit mais c'est intime. Et 2 heures après on pense pas à la même chose. Il faut être ok avec ça, parce que selon nos émotions on pense différemment. Tout à fait. Après, un autre outil qui est pas mal, c'est ce qu'on appelle la roue des émotions. Ouais. Vous avez plusieurs formats, plutôt enfant avec météo intérieure, les bonhommes avec émotions agréables, désagréables et le besoin physiologique. Puis s'entraîner, vous avez un modèle ado-adulte, et puis soit on peut l'acheter, mais après sur les planeurs, non, un peu des livres. Des livres sur... Parce qu'il y a des livres maintenant où on peut dire notre émotion de la journée, nos ressentis. Ouais, c'est un peu ce principe-là. Ça, c'est le roue. Vraiment, c'est la roue. On l'utilisait beaucoup dans les ateliers aussi émotions avec les enfants et les ados. Mais après, vous pouvez trouver sur Internet. Je crois qu'il y a un site apprendre à éduquer. Et du coup, ça aide à quoi? Ça vous aide à vous entraîner à... Ok, qu'est-ce que je ressens là? Ça pourrait être quoi comme émotion? Okay, oui, c'est plutôt agréable ou désagréable. Et du coup, voilà, ça fait quoi dans le corps et de quoi vous auriez besoin pour apaiser ce truc, ou de quoi vous auriez besoin par rapport à cette émotion. Ça aussi, c'est une chose aussi sur laquelle vous pouvez vous entraîner avec des smileys, une météo intérieure. Il y a même des fois 3 petits points, parce que moi je me souviens, souvent les ados ils disent je me sens, je sais pas. Des fois c'est compliqué. Mais là vous venez de me donner une super idée pour mon application. D'avoir cette espèce de avec des bonhommes. Une sorte d'algorithme. Après j'irai pas plus en détail parce que ça reste une idée, ça peut être. Mais ce qui est intéressant, c'est suivant l'âge aussi, vous pouvez utiliser des supports visuels adaptés. Et vous savez, les smileys, on communique beaucoup avec des smileys. Comme on n'est pas écrit, c'est important de savoir si c'est une blague, si je fais ça ou si je fais la tronche, parce qu'on ne peut pas interpréter. Donc l'important de mettre des smileys. Ça peut être aussi très parlant, et surtout pour s'entraîner, c'est un entraînement, c'est comme une enfilade, on s'entraîne. Parce que moi j'avais prévu des modules pour chaque émotion pour expliquer, mais avant d'aller dans chaque module, il faut analyser quelle émotion en fait. C'est ça, Donc ok, super, merci. Après, seul, ou après ça peut être plus compliqué, après il faut aller peut-être voir des gens qui peuvent vous aider, mais en tout cas c'est le meilleur message qu'on puisse... Je trouve que c'est connais-toi toi-même, c'est le plus beau message qu'on puisse s'offrir, en tout cas, je pense, dans une vie. Du coup, on va passer à la conclusion, les points clés. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur quoi faudrait vraiment s'arrêter là, sur la connaissance de soi entamée? Je pense que, comme vous le disiez, c'est quelque chose qui est personnel, que personne ne peut vous dire tu dois te connaître soi-même. C'est un chemin personnel qui prend plus ou moins de temps. Parfois ça peut être une vie entière. Oui, d'ailleurs c'est souvent, je pense que le chemin il est... En fait, toute notre vie on apprendra, mais il y en a qui ont les vraies clés à la fin. Et il y en a qui, très jeunes, ont cette conscience, en tout cas, d'être en harmonie entre ce qu'ils ont à l'intérieur et puis l'environnement autour d'eux. Donc c'est un chouette message, et je pense que ça vous permet aussi d'être en bonne santé, c'est-à-dire aligné, harmonie, respect de soi, des autres. Et puis quand vous vous connaissez mieux, vous pouvez mieux connaître le monde qui vous entoure et les autres humains qui gravitent autour de vous. Et souvent on oublie, il y a un mot là, le respect de soi. On oublie souvent que la connaissance personnelle, c'est le plus grand des respects qu'on peut s'apporter, d'ouvrir notre conscience. Voilà, quand vous dites le respect de soi, c'est vos limites, il n'y a que vous qui puissiez les poser. Quand vous êtes petit, mineur, c'est vos parents qui vous posent les limites. À telle heure on se couche, on ne dit pas de gros mots, etc. Mais après, quand on devient un adulte majeur, c'est vous qui vivez votre vie, qui interagissez avec le monde. Donc, important de se connaître pour connaître ses limites, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous ne fixez pas de limites, les autres ils vont venir vous manger. Et après, il y aura peut-être de la souffrance ou du non-respect de vous, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que, je sais pas, dans une entreprise ou dans votre famille. Vous voyez, c'est important de connaître ses limites et de se connaître tout simplement. Top. Voilà. Merci en tout cas. Je pense que, et j'espère que ça parlera à plus d'une personne, et j'espère refaire ce type de format avec vous sur d'autres thématiques, comme on en a papoté tout à l'heure. Après, si vous avez ça suscite des questionnements, des interrogations, on peut peut-être aussi répondre. Oui, faire une FAQ, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet ou sur un autre, allez les mettre en commentaire, ou sur mes réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux seront en commentaire, ainsi que ceux du docteur, si vous voulez aller la suivre. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas, et n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne
pour me soutenir et aussi la soutenir. Voilà. Merci. Ben, merci à Merci vous. à vous, c'était chouette.